Alors, le premier, c'est le sacro-saint PIB, qui nous enrichit tous, tout ça, ben non, il est en train de nous appauvrir. En fait, il y a un index qui s'appelle l'index de santé sociale, qui fonctionne depuis 1959, qui traduit la corrélation qu'il y a entre la hausse du PIB, donc la croissance des richesses en monnaie, vendue en monnaie sur un marché, et 16 catégories d'indicateurs qui reprennent à peu près tous les éléments ou critères qu'on pourrait dire de développement humain. Là-dedans, vous allez retrouver la mortalité infantile, l'éducation, la santé. Vous allez y retrouver un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer la santé sociale. Eh bien, quand on le regarde, on voit que de 1959 jusqu'à peu près les années, fin des années 70, il y avait corrélation directe entre la croissance du PIB en monnaie et l'index de santé sociale. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Dans les années 80, il y a un décrochage brutal qui n'a cessé jusqu'à aujourd'hui. Et jamais, depuis 1975, nous ne sommes revenus au même niveau de santé sociale dans nos sociétés modernes. Autrement dit, plus personne ne peut nous dire qu'aujourd'hui, le PIB est facteur de développement humain. Ce n'est plus vrai. Ça l'a été, ce n'est plus vrai. Deuxième indicateur, l'indicateur d'empreinte écologique. L'indicateur d'empreinte écologique, on le connaît, mais on ne le met jamais en relation avec l'index de développement humain, qui est un autre indicateur qui nous permet de mesurer, un petit peu comme l'index de santé sociale, mais de façon beaucoup plus concise, le niveau de développement en fait, d'un peuple ou d'une nation. Mais si nous corrélons les deux, c'est-à-dire que si nous mettons dans un premier temps ici l'index de développement humain, sachant qu'à 0,8, on peut dire que la population est développée, hein, elle assure son avenir collectif. Okay, et si on le met en relation ici avec l'empreinte écologique qu'il faut pour être développé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que toutes les civilisations, en tout cas toutes les grandes nations, qui ont un index de développement humain supérieur à 0,8, ont tous une empreinte écologique catastrophique. Autrement dit, on a un développement humain préservé et un environnement dégradé. Gagnant-perdant. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, ni à somme positive. Peut-être je fais juste un lien sur l'empreinte écologique pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, l'empreinte écologique, ça permet de mesurer combien d'hectares il faudrait à une personne pour qu'on puisse produire tout ce dont elle a besoin pour vivre et qu'on puisse recycler tout ce qu'on a consommé. Voilà. Par habitant, aujourd'hui, en moyenne, on donne environ 2 hectares par habitant. Et donc ça donne une équivalence en planète. Vous comprendrez bien que comme on n'a qu'une seule planète, le nombre d'hectares qui est nécessaire à atteindre un index de développement humain de 0,8 devrait être inférieur ou égal à une planète. Alors pour vous donner un exemple, ici vous avez les États-Unis, tout en haut là, hop, puisque j'arrive voilà, ici. Voilà, ça c'est les États-Unis. Ils sont à peu près à 6 planètes. Okay, juste ici nous avons l'Europe et les pays de l'OCDE. Et puis là c'est rigolo parce que plus on décroît en fait, vous voyez, plus on réduit l'empreinte écologique et en même temps on sacrifie le développement humain. Et ici, vous avez les pays, entre guillemets, en voie de développement. Alors, si nous voulions reprendre un développement soutenable, un développement durable, il faudrait que ces pays-là puissent faire leur croissance verticalement, et remonter ici. Et il faudrait que cela revienne dans ce petit carré vert. Or, aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, notre produit intérieur brut ne nous permet pas de nous développer sur le plan des richesses et de l'index de santé sociale. Mais en plus, plus la croissance augmente, et plus nous détruisons la biosphère dans laquelle nous vivons. Et là, je terminerai par un troisième chiffre qui est parlant, lui aussi. Donc ce chiffre provient d'un rapport de l'Assemblée nationale que vous pouvez vous procurer, donc ça a été fait par la Commission Finances, qui est le lien entre les transactions monétaires et leur destination. En gros, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pourrez lire l'excellent bouquin de François Morin qui s'appelle « Le nouveau mur de l'argent », qui est un ancien de la Banque de France et qui est chercheur en économie à Toulouse, spécialiste des transactions financières. Il a pris les données de la Banque mondiale et il les a en fait réorganisées en fonction de leur destination. Première catégorie, il a mis toutes les transactions en monnaie, c'est-à-dire l'échange de monnaie contre quelque chose, à destination de la production de biens et de services dans l'économie réelle. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie,
il a réuni toutes les transactions financières qui servent à financer cet appareil de production. Donc, on va dire le financement direct de l'appareil de production. Puis, troisième catégorie, il a mis toute la partie spéculation sur les devises, c'est-à-dire les échanges de devises. On achète des euros contre des dollars, par exemple. Alors ça, c'est nécessaire à l'économie. Quand on veut, par exemple, acheter une pièce d'usine qui est fabriquée aux États-Unis, eh bien, on va changer des euros contre des dollars pour pouvoir payer cette pièce en dollars. Et enfin, la dernière catégorie, il a analysé toutes les transactions qui étaient destinées à une protection de risque, c'est-à-dire à l'achat d'un titre permettant de se protéger de la hausse ou de la baisse d'un prix à terme, ce qu'on appelle les dérivés ou les transactions financières vraiment pures. Et là, quel n'a pas été son étonnement, quoi qu'on le savait déjà, mais en tout cas, lui, il a vraiment formalisé, de se rendre compte que 98% des transactions en monnaie sont destinées à la spéculation financière. Soit sur les devises, soit sur les matières premières. 98%. Ça veut dire que nous tous, production et financement de l'économie réelle compris, nous nous battons avec 2% des transactions en monnaie. Imaginez un moteur qui consommerait 98% de son énergie et qui en restituerait 2 sous la forme d'une avancée de votre voiture. Conserveriez-vous cette voiture? Non. Donc c'est un vrai problème. Donc PIB qui croisse, baisse de l'index de santé sociale, destruction de l'empreinte écologique au fur et à mesure qu'on fait croître l'index de développement humain. Et enfin, 98% des transactions en monnaie sur les marchés financiers. Il est clair que nous ne sommes pas dans une logique durable. Et le dernier chiffre que je voudrais vous donner, c'est la conséquence de tout ça. Parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner depuis des années avec cette fameuse dette, mais on ne sait pas trop comment elle est foutue, cette dette. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que tous les acteurs de l'économie s'endettent. C'est un processus qui dure depuis les années 80 et qui chaque année se renforce, jusqu'à une défaillance si nous ne trouvons pas des solutions pour justement faire en sorte que les acteurs ne s'endettent plus. Alors on nous dit, oui, l'État, parce que l'État est responsable de tout, surtout quand ça ne marche pas, on nous dit, oui, mais l'État a augmenté ses dépenses sur les dernières années, c'est ça qui finalement a creusé son déficit et donc déclenché la dette. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez les dépenses de l'État de 1976 jusqu'à nos jours en euros constants, vous remarquerez que les dépenses de l'État rapportées au PIB, parce qu'il faut bien sûr les rapporter au PIB, sinon c'est un gros mensonge, hein, parce que si vous avez plus, vous pouvez dépenser plus, hein, ça me paraît assez évident. Ben, si vous rapportez les dépenses de l'État depuis 1976 jusqu'à nos jours par rapport au PIB, vous verrez qu'elles ont légèrement décru de 2%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ces recettes maintenant, les recettes de l'État sur la même période, elles ont baissé environ de 20%. Et le deuxième graphique à côté, qui est intéressant parce qu'il nous montre un deuxième élément comparateur, vous regardez l'état de la dette en France ici, en 1980, le service de la dette, il était environ de 200 milliards. La courbe rouge, c'est l'accroissement du service de la dette dans les dernières années jusqu'à aujourd'hui. 1000 milliards. 1000 milliards, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Pour vous donner un petit chiffre, les problématiques de nos retraites, c'était 56 milliards. Vous voyez? Donc, il y a 1000 milliards qui sont passés entre 1980 et 2000 de la poche de l'État vers les institutions financières. Et je ne parle que de l'État. Je ne parle pas des entreprises dont c'est la même problématique, ni des ménages dont c'est aussi la même problématique. Et la petite courbe bleue, juste en dessous, parce que ça vient clôturer un petit peu le portrait, c'est ce que nous aurait coûté cette dette si nous avions continué à nous faire financer par notre Banque de France. Parce que depuis les années 80, exactement les années 70, on a empêché nos États,
à emprunter auprès de leur banque centrale. Ils sont obligés aujourd'hui d'emprunter sur les marchés financiers à des taux de plus en plus, bien sûr, importants. Eh bien, si nous avions continué dans cette même logique d'emprunter à notre banque centrale, eh bien, aujourd'hui, nous ne serions plus endettés. Dépenses constantes ou quasiment constantes, recettes qui décroît de 20%, augmentation de l'endettement, génération d'intérêts, service de la dette qui explose, et en même temps, impossible pour l'État de s'assurer un financement garanti par sa banque. On voit là qu'il y a vraiment des problèmes qui sont structurels et qui aujourd'hui causent cette décomposition accélérée de notre société.